Le lundi 5 mai 2025, le tribunal de New York est en pleine effervescence. Le procès du siècle commence. Diddy contre le gouvernement fédéral des États-Unis. Le magnat de la musique est accusé de faits très graves, et plus précisément de trafic sexuel, de conspiration criminelle et d'extorsion. Dès la première semaine, Cassandra Ventura, alias Cassie, le témoin clé de l'affaire, est entendue à la barre. Elle rentre dans la salle d'audience sans jeter un regard à Diddy, même après 7 ans sans l'avoir vu. Enceinte de 8 mois, elle doit répondre aux questions et raconter les détails sordides de ce qu'elle a vécu durant sa longue relation avec l'accusé. Elle décrit comment Sean Diddy Combs l'a forcée à avoir des relations sexuelles avec des hommes escortes pendant qu'il l'a filmée. Elle explique comment il l'a initiée aux drogues dures pour mieux la manipuler et comment il a exercé des pressions psychologiques sur elle, la menaçant de rendre publiques les vidéos compromettantes, de ruiner sa carrière musicale et de la retenir par la violence. Le procès pourrait être gagné d'avance par le gouvernement fédéral des États-Unis, simplement avec le témoignage de Cassie, d'autant plus qu'elle reste constante avec les déclarations qu'elle a faites en novembre 2023 dans une plainte civile de 35 pages où elle demandait réparation pour les traumatismes subis. 2 jours après cette plainte, on apprenait que Diddy avait réglé une somme d'argent à Cassie et lui avait fait signer un contrat de non-divulgation, réduisant Cassie au silence. Cette somme a longtemps été tenue secrète, mais le procès a révélé que Diddy aurait payé Cassie 20 millions de dollars afin qu'elle puisse se taire à jamais. Certains avaient vu cela comme un aveu de culpabilité de la part de Diddy, et il y a d'autres personnes qui avaient vu ça comme un moyen pour Cassie d'obtenir de l'argent. Cependant, malgré cette tentative de la faire taire, Diddy se retrouve aujourd'hui confronté à ces mêmes démons, car un contrat de non-divulgation devient caduc dans un tribunal et ne peut pas empêcher une victime de témoigner dans le cadre d'une affaire pénale. Aujourd'hui, Diddy risque la prison à vie. Mais la détermination de ses avocats pourrait bien le faire sortir de là. L'intouchable Diddy, celui que tout le monde pensait au-dessus des lois, va-t-il une nouvelle fois s'en sortir? Pendant des années, des doutes ont persisté sur Diddy, que ce soit pour sa possible implication dans le meurtre de Tupac Shakur et même celui de Notorious Big, son implication dans des kidnappings ou des tentatives d'intimidation d'autres célébrités. Plusieurs artistes, et notamment des artistes féminins qui ont travaillé avec lui, dénoncent depuis longtemps les dérives du rappeur. See myself standing in those dark, scary, predatory spaces and hearing somebody say some of the most degrading things to me. How was it predatory? Somebody constantly treating you like a piece of meat, only valuing you for your sex appeal. And in some of the environments, you know, it was even scary to be by yourself. Diddy, il ne faut pas le sous-estimer. Et dès l'ouverture du procès, ses avocats le décrivent comme un homme compliqué. La stratégie des avocats de Diddy est claire. Pour faire innocenter leurs clients, ils doivent démontrer que cette affaire n'est pas une affaire de trafic sexuel, mais que c'est simplement l'étalage d'une relation toxique entre 2 célébrités. Et pour ce faire, ils vont tenter d'installer un doute raisonnable dans la tête des jurés pour essayer de faire abandonner les charges de trafic sexuel. Pourquoi ces avocats ont choisi cette stratégie? Pour le comprendre, il faut rentrer un petit peu dans le détail des accusations. Aux États-Unis, le Traffic Victims Protection Act, donc le TVPA de 2000, définit spécifiquement le trafic sexuel comme l'acte d'obtenir ou de contraindre une personne à effectuer des actes sexuels à des fins commerciales, y compris la prostitution ou la production de pornographie, via des menaces, des violences, des fraudes ou des abus de pouvoir. Le trafic sexuel se réfère au recrutement, au transport, au transfert, à l'hébergement ou à l'accueil d'une personne par la force. Il y a aussi l'absence de consentement. Donc même si la victime semble consentir à certaines actions, le trafic sexuel repose sur des formes de manipulation, de tromperie ou de coercion qui annulent ce consentement. Mais la difficulté, c'est qu'il faut toujours réussir à prouver que la personne a été menacée et que ce n'était pas un vrai consentement. Donc le consentement donné sous pression par des moyens illégaux, comme la manipulation ou la fraude, ne constitue pas un consentement légal. Alors Diddy est accusé d'avoir forcé Cassie et d'autres victimes à participer à ces orgies, et en plus de ça, il les a filmées.
Alors rien qu'avec ça, sur le papier, on voit déjà que l'affaire est bien une affaire de trafic sexuel. Si on continue et qu'on s'attarde maintenant sur la définition de l'extorsion, on se rend compte que l'extorsion est un crime qui consiste à obtenir par la force, la menace, la violence, l'intimidation ou des moyens frauduleux de l'argent, des biens, des services d'une personne contre sa volonté. Cela peut inclure des menaces physiques, des menaces de violence ou de destruction de biens ou des menaces psychologiques. Ça, on donnera un petit peu plus de détails là-dessus concernant l'affaire Didi, mais encore une fois, sur le papier, ça rentre dans les critères parce que Didi est accusé d'avoir forcé, d'avoir violenté Cassie et d'autres victimes, et de l'avoir drogué également pour pouvoir participer à ces orgies. La menace doit être suffisamment sérieuse pour que la victime ait une crainte fondée. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'extorsion, ça se distingue bien du vol. Un vol, c'est je viens, je prends ce que j'ai envie de prendre et je m'en vais, que la victime soit contente ou qu'elle ne soit pas contente, qu'elle ait dit oui ou non, peu importe, voilà. Et ça peut être fait aussi dans le dos de la victime. Sauf que là, dans un cas d'extorsion, la victime, en fait, elle cède volontairement son bien ou son service. Mais elle le fait volontairement, pas parce qu'elle a vraiment envie de le faire, c'est souvent parce qu'elle est contrainte par la menace ou par la violence. Donc en d'autres termes, dans un cas d'extorsion, la victime se sent obligée de faire ce qu'on lui demande de faire pour éviter des conséquences graves. L'accusation de trafic sexuel et d'extorsion, je trouve qu'elles sont assez évidentes. Dans le cas de Didi, surtout quand on connaît les déclarations de Cassie et qu'on sait de quoi elle s'est plaint. Mais par contre, le dernier chef d'accusation, il est un tout petit peu plus subtil. Donc on va y venir. Donc le dernier chef d'accusation, c'est la conspiration criminelle. Comment prouver que Didi est responsable de conspiration criminelle? Aux États-Unis, la conspiration criminelle consiste en un accord entre deux ou plusieurs personnes pour commettre un crime. Même si le crime n'est pas encore réalisé, l'accord en lui-même constitue une infraction. Exemple, si moi, je parle avec mon mari et je dis « Ok, on va braquer cette banque demain à telle heure » et que demain passe et qu'on n'a pas braqué la banque, eh ben, on peut être accusé de conspiration criminelle. Dans le cas de Didi, la conspiration criminelle rentre en compte parce qu'il est accusé d'avoir utilisé ses entreprises pour planifier son trafic sexuel et toutes les choses dont il est accusé aujourd'hui. Il aurait utilisé des ressources comme ses avocats, d'autres célébrités. Pour l'instant, on ne connaît pas le nom, donc on ne va pas en parler. Mais voilà, il aurait utilisé plusieurs ressources pour l'aider en fait à commettre ses crimes et c'est en ça qu'il est accusé de conspiration criminelle. Donc voilà, en gros, Didi, il est accusé de tout ça. Et le but de ses avocats, c'est de dire non. Tout ça là, non, c'est pas vrai. Mon client n'est pas coupable de tout ça. Lui, il a juste eu une relation toxique avec une célébrité. C'est devenu public, tout le monde est au courant. Voilà. Ok, il a des pratiques un petit peu déviantes au niveau sexuel. Il a une vie sexuelle peu commune. Ok, il est peut-être un petit peu violent des fois. Mais non, notre client, il n'est pas responsable de trafic sexuel, ni d'extorsion, ni de conspiration criminelle, parce qu'il n'a rien fait d'illégal. Voilà, ça en gros, c'est la stratégie des avocats de Didi. Et dans un tribunal, il n'y a pas de place pour les doutes. L'accusé doit être reconnu coupable de ce dont il est accusé, et point final. Et ça, les avocats de Didi l'ont très bien compris. Le but n'est pas de nier ce qu'a fait leur client, mais de minimiser les actes de Didi. Les avocats de Didi seraient même prêts à le jeter sous un bus en disant « Oui, regardez, c'est un homme violent, oui, il est responsable de violence conjugale. » Tout ça pour faire annuler les charges de trafic sexuel. Et ils savent très bien que même si les preuves de violence contre Didi sont accablantes et prouvées, clairement, on a vu de nos yeux vus la vidéo où il battait Cassie dans un couloir. Si on arrive à prouver qu'il avait des pratiques sexuelles un peu déroutantes, eh bien, il n'est pas dit qu'il soit pour autant condamné pour trafic sexuel. Et même si pendant le procès, il est reconnu coupable de violence conjugale, même si c'est un acte illégal, eh bien, il pourrait être acquitté à la fin du procès. Parce que les accusations sont trafic sexuel, extorsion et conspiration criminelle, donc on doit prouver qu'il est responsable de trafic sexuel, extorsion et de conspiration criminelle. Et il y a autre chose aussi que les avocats de Didi ont bien compris, c'est que la sélection du jury lors d'un procès pénal est cruciale. Lorsqu'on sélectionne un jury pour une affaire pénale, il est essentiel de sélectionner des personnes neutres qui n'ont pas de préjugés ni sur l'accusé ni sur les victimes. Par exemple, on va faire en sorte de ne pas sélectionner un fan de Cassie ou un fan de P. Diddy. On va aussi faire attention à ce que les personnes qui constituent le jury n'aient pas consommé de contenu autour des accusations
de P. Diddy. Donc par exemple, la plainte de Cassie, tout ce que les médias ont pu raconter, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Voilà, on essaye vraiment de sélectionner des personnes qui sont loin de tout ça pour qu'elles soient le plus neutres possible au procès. L'objectif, en fait, c'est que le jury sélectionné puisse se concentrer uniquement sur ce qui est présenté lors des audiences. Les avocats de Diddy se servent de ça, se servent de cette neutralité pour rapporter les faits à leur manière et raconter l'histoire à leur manière. Pour manipuler les faits à leur avantage et tenter de gagner le procès, les avocats de Diddy vont commencer par décrédibiliser toutes les victimes qui vont témoigner contre Diddy, à commencer par Cassie, qui est un témoin clé dans l'affaire. Par exemple, Cassie raconte que pour participer au freak-off, Diddy la forçait à prendre de la drogue et que c'est d'ailleurs lui qui l'a initiée aux drogues dures. Les avocats de la défense vont alors rétorquer en disant que Cassie consommait de la drogue de son propre chef. Ils vont la présenter comme une consommatrice régulière de substances illicites. Donc par exemple, ils vont lui dire « Oui, mais regardez, vous consommiez de la drogue aussi lorsque vous étiez avec vos amis, et Diddy n'était pas là. » Et les avocats de Diddy ne reculent devant rien. Ils vont aller jusqu'à dire devant la cour que c'est Diddy qui a pris l'initiative de contacter les dealers de Cassie pour les empêcher de lui fournir de la drogue, le présentant ainsi comme un protecteur. Pour se défendre, Cassie va rétorquer que c'est Diddy qui l'a bien initiée aux drogues, qui l'a forcé à en prendre lors des freak-offs et à d'autres moments, et qu'en fait, à un moment donné, son corps était tellement habitué à prendre de la drogue qu'elle en devenait malade et que c'était impossible pour elle de fonctionner normalement quand elle ne prenait pas de drogue et qu'elle était obligée d'en prendre pour combler en fait ce manque, parce que son corps était en manque. Concernant les freak-offs, la défense va dire que Cassie participait volontairement à ces orgies. Ils affirment que c'était Cassie qui était responsable d'organiser les événements en recherchant le matériel, donc l'huile pour bébé, je pense que tout le monde a entendu parler de l'huile pour bébé, aussi en recherchant les escortes hommes sur des sites de petites annonces comme Craigslist. Ils vont même ressortir d'anciens SMS de Cassie, des SMS où elle avait exprimé son désir de participer au freak-off et le fait qu'elle avait hâte de pouvoir participer à ces événements. Ils insistent sur le fait qu'elle n'a jamais été forcée à participer aux orgies et qu'elle le faisait parce qu'elle était en accord avec la situation. Défense va également interroger Cassie sur ses sentiments envers Diddy. Ils disent que comme Cassie aimait Diddy et que Diddy semblait l'aimer en retour, elle ne peut pas être considérée comme une victime. Ils vont essayer de présenter Cassie comme une amoureuse meurtrie qui est motivée par la jalousie et l'esprit de vengeance. Et pour ça, ils vont s'appuyer sur des anciens SMS échangés par le couple au début de leur relation où Cassie exprime clairement le fait de vouloir une exclusivité dans son couple avec Diddy. Elle voulait que leur relation devienne publique, qu'elle soit officiellement présentée comme la petite amie de Puff Daddy à l'époque. Elle voulait aussi participer aux événements familiaux, être proche des enfants de Diddy, qui me semble normal lorsque tu veux partager la vie de quelqu'un. Et donc les avocats vont se servir de ça en disant « Regardez, en fait elle est jalouse parce qu'elle n'a jamais eu la relation qu'elle voulait avoir, donc elle est jalouse et aujourd'hui elle veut se venger de notre client en faisant comme si elle n'avait jamais consenti à tout ce dont elle a participé. » Voilà, c'est pas moi qui le dis, ce sont les avocats. Et les avocats vont continuer sur ce terrain-là, ils vont analyser toutes les relations amoureuses passées de Cassie en remettant en doute en fait sa loyauté et sa sincérité. Donc par exemple, ils vont dire que oui, avant de vous mettre en couple avec Diddy, vous étiez en couple avec un autre artiste qui s'appelle Ryan Leslie, vous avez commencé à fréquenter Diddy alors que vous étiez encore en couple avec Ryan Leslie. Donc ils vont vraiment chercher à discréditer Cassie en la faisant passer pour une hypocrite, une infidèle, quelqu'un sur qui on ne peut pas compter et quelqu'un dont on ne peut pas croire les accusations. Une autre partie de la stratégie de la défense, c'est aussi d'accuser la victime. Faire du victim shaming, de dire mais en fait tout ce qui t'est arrivé, c'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui étais d'accord. Et cette pensée se base uniquement sur le fait de blâmer la victime pour ce qui lui est arrivé, en ignorant volontairement tous les mécanismes de manipulation ou de violence dont la victime a fait face. Et en exposant cette théorie, la défense fait en sorte que le jury pense que Cassie, en fait, était maîtresse de ses actions et que toutes les décisions qu'elle a prises, elle n'était pas contrainte de prendre ces décisions. Quand on connaît bien les mécanismes de la manipulation, de la violence, des pressions psychologiques, on se rend compte que on n'a pas besoin de menacer la victime sur le fait, sur l'instant T,
pour que la victime ait peur. Donc par exemple, Didi, il n'a pas eu besoin de menacer Cassie avant chaque freak-off pour qu'elle ait peur. Didi avait réussi à instaurer un climat de peur si intense que Cassie n'avait même pas besoin d'entendre une menace pour avoir peur et faire en sorte de s'exécuter pour satisfaire Didi au maximum. Cassie faisait en sorte de tout faire pour être sûre que Didi soit satisfait et éviter toute représailles ou toute conséquence. Pendant les freak-offs, Didi exerçait une pression sur Cassie, mais aussi sur les escortes qu'il avait engagées, puisque Cassie témoigne et raconte que si les performances des escortes n'étaient pas à la hauteur des attentes de Didi, eh bien, ils diminuaient leur paie. Dans un message, et je vais paraphraser parce que je me souviens pas plus exactement du message, Cassie dit clairement qu'elle aime Didi de tout son cœur et qu'elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour le satisfaire. Et ce n'est pas parce qu'elle a dit ça qu'elle était d'accord pour participer au freak-off et faire tous les trucs que Didi l'a obligée de faire. Selon Cassie, les freak-offs pouvaient durer jusqu'à 96 heures. Une journée, c'est 24 heures. 4 x 24, 96. Ça veut dire que les freak-offs pouvaient durer jusqu'à 4 jours. Qui pourrait volontairement vouloir s'infliger une chose pareille? Alors bien évidemment, les participants, incluant Cassie, étaient drogués pour pouvoir tenir ces 96 heures ou pour moins de temps même, ils étaient drogués. Cassie était droguée au point où elle en tombait malade. Je le rappelle qu'elle disait que quand elle ne prenait pas de drogue, son corps ne pouvait plus supporter le manque. Je sais qu'il y avait, alors je sais pas si je peux vraiment dire ces noms de drogue, mais il y avait de l'ecstasy, il y avait aussi du Viagra, voilà. Et Cassie raconte même qu'un jour, P. Diddy lui a donné du Viagra, sachant pertinemment en fait les effets secondaires que cette drogue, qui est normalement destinée aux hommes, pouvait avoir sur les femmes. Donc voilà, Cassie vivait dans un climat de peur. À chaque fois qu'elle essayait de dire non quand elle ne voulait pas participer à ces freak-offs, Didi la menaçait. Soit il la menaçait de publier les vidéos où il la menaçait en disant qu'il allait la frapper. À chaque fois qu'elle disait non, elle explique que le regard de Didi devenait noir, qu'il pouvait la frapper, lui écraser la tête, la pousser ou la traîner par terre. Et malgré le fait que Cassie ait donné quand même pas mal de détails sur ce qui s'est passé et sur ce qu'elle a subi, je pense qu'on est vraiment loin d'imaginer ce à quoi elle a été confrontée. Mercredi dernier, au jour 3 du procès, l'accusation a montré au jury des extraits de ces freak-offs, donc il y a eu des vidéos et des captures d'écran. Et apparemment, lorsque le jury a été face à ces images, il y a un des membres du jury qui a levé les sourcils tellement il était étonné, il y en a un autre qui a dégluti et l'autre qui a carrément tourné la tête parce qu'il ne pouvait pas supporter de voir ce qu'il était en train de voir. Et malgré certains faits évidents sur la culpabilité et l'implication de Didi, eh bien, l'avocat de la défense, donc les avocats de Didi, auraient bien réussi à inverser la vapeur et à ramener une partie du public de leur côté. Donc si ça a marché pour le public, ça pourrait bien fonctionner aussi avec le jury. Dès que les révélations de Cassie ont été connues du grand public, donc au début du procès, eh bien il y a des gens qui ont commencé à se demander pourquoi Cassie n'était pas partie plus tôt, suggérant qu'en fait, si elle était restée, c'est qu'elle acceptait la situation ou qu'elle en tirait des bénéfices. Certains disent que Cassie devrait même rembourser chaque centime qui a été versé par Didi lors de l'accord à l'amiable en 2023, juste pour avoir osé parler au procès. Il y a même des personnes qui vont sur les réseaux sociaux pour écrire des messages odieux. Et là, désolé, j'ai rien contre vous, mais là c'était des hommes, donc il y a des hommes qui vont sur X pour écrire des messages et dire fièrement « Ouais, moi si c'était ma femme qui avait témoigné et qui avait raconté tout ça, eh ben je l'aurais quitté. » Sous-entendu, si ma femme avait fait des freak-offs, avait pris de la drogue, avait couché avec telle personne, fait ci, ça, eh bien je l'aurais quitté. Eh ben allez-y, quittez-la, de toutes les façons, vous ne méritez pas d'être mariés. Mais bien heureusement, tous les hommes ou tous les maris ne sont pas comme ça. Et d'ailleurs, le mari de Cassie, donc Alex Fine, soutient sa femme coûte que coûte et quoi qu'il arrive. Alors, il ne participe pas activement au procès parce que ce n'est pas un témoin dans l'affaire, mais il est dans l'audience à écouter sa femme parler de que Didi lui a fait subir aussi. Et lui, il est là dans l'audience, limite prêt à en découdre parce qu'il regarde Didi avec des regards Scarface, apparemment, je cite, quand il entend sa femme témoigner
des horreurs qu'elle a vécues. Et comme je le disais dès le début, le mari de Cassie l'a soutenu. Il l'a soutenu lors du dépôt de plainte. Il a aussi soutenu quand la vidéo où elle se fait frapper dans le couloir de l'hôtel a été rendue publique. Il avait fait une déclaration sur les réseaux sociaux où il avait dit les hommes qui frappent les femmes ne sont pas des hommes. Les hommes qui laissent faire et protègent ce genre d'hommes ne sont pas des hommes. Nos filles, sœurs, mères et femmes doivent être protégées et aimées. Les hommes qui blessent les femmes détestent les femmes. Donc je trouve ça horrible en fait de prendre le passé d'une victime et de se dire oh mais elle est dégueulasse, si c'est ça moi je l'aurais quittée. Non mais si vous n'êtes pas prêt à soutenir les gens comme Alex Fine soutient sa femme, nous on veut pas de vous. Toute personne qui a subi des actes pareils, que ce soit homme ou femme, mérite d'être respectée et soutenue. En fait, on peut pas réduire la personne à ce qui s'est passé et surtout quand elle a été forcée de le faire. Et aussi, on ne peut pas parler à la place d'une victime. Par exemple, je vois des gens qui disent « Oh, si c'était moi, ça ne me serait jamais arrivé, je me serais jamais laissé faire ». On ne peut pas savoir. Tant qu'on n'est pas dans le cas, on ne peut pas savoir. Bien sûr, moi la première, j'aurais tendance à penser non mais moi j'ai trop de caractère pour ça, j'ai trop de respect pour moi, etc. etc. Mais demain, en fait, on ne sait pas de quoi les gens sont capables. La manipulation, c'est un fléau. C'est vraiment quelque chose qui peut détruire une personne. Donc il ne faut pas juger et il ne faut pas dire moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça. En fait, on n'était pas dans le cas. J'espère qu'on ne le sera jamais non plus, mais il ne faut pas parler à la place des gens. On ne peut pas savoir tant qu'on ne l'a pas vécu. Laissez-moi vous rappeler ce qui est arrivé lorsque Cassie a justement essayé de fuir. Et ça, c'est la seule vidéo qui a été rendue publique. On sait qu'à l'époque, Didi avait payé le personnel de l'hôtel pour empêcher qu'elle ne soit divulguée. J'avais entendu dire que c'était 50 000 $, mais peut-être que c'est moins ou plus, je ne sais pas. Et ça, c'est la seule vidéo qui a été rendue publique. On sait qu'à l'époque, Didi avait payé le personnel de l'hôtel pour empêcher qu'elle ne soit divulguée. Ça a raté, mais en fait c'est peut-être pas la seule vidéo comme ça qui existe, c'est simplement peut-être juste la seule qui a été rendue publique. Donc peut-être que Didi a battu Cassie dans d'autres lieux publics, qu'il existe d'autres vidéos, mais que ces vidéos ont été peut-être détruites ou qu'elles sortiront plus tard, je sais pas, parce que comme Didi s'en sortait toujours avec l'argent, et on sait pas combien il a payé d'autres personnes pour s'en sortir et pour faire en sorte que les vidéos ne voient pas le jour. Et sincèrement, qui aurait envie de se confronter encore à son bourreau après avoir été battu de la sorte, traîné par terre, frappé, coup de pied, coup de poing, enfin, c'est juste inhumain. Si Didi était capable de la frapper comme ça dans un couloir d'hôtel, alors que des gens pouvaient sortir de leur chambre, qu'il y avait des caméras, enfin voilà, j'ose même pas imaginer de quoi Didi était capable derrière des portes closes. D'autant plus qu'encore une fois, à chaque fois, dès que Cassie essayait de le quitter, de partir ou quoi que ce soit, il menaçait Cassie de publier la vidéo des freak-off. Et on sait pertinemment quelles conséquences peut avoir le revenge porn, donc le fait de partager publiquement les vidéos intimes d'une personne, et surtout quand il s'agit d'une femme. Je vais vous donner un exemple. Imaginons, on est 10 ans en arrière et une vidéo de Cassie sort. Dans cette vidéo, on voit Cassie coucher avec plusieurs hommes en même temps. Qu'est-ce qu'on aurait pensé? On se serait dit « Ah, mais Cassie, elle est sale, en fait, c'est une traînée, et en plus de ça, elle trompe Didi. » Voilà, on aurait pensé ça. À aucun moment, on aurait imaginé qu'elle avait été droguée, forcée, contrainte, enfin voilà, tout ce que vous voulez. On aurait juste dit « Ah, mais Père, Cassie, en fait, elle est dégueulasse. Elle mérite pas Didi. » Voilà, c'est ce qu'on aurait pensé. Alors que la vérité est tout autre. Et après ça, carrière brisée, vie brisée, on sait très bien que le revenge porn, souvent, ça finit en suicide. Ou au mieux, et au mieux je mets bien entre guillemets, en dépression. Donc voilà, vous imaginez la pression psychologique qui a pu s'exercer sur Cassie en se disant mais en fait, si une vidéo comme ça sort, moi je n'ai aucune chance. Donc tu m'étonnes qu'elle soit restée en fait. Tu m'étonnes qu'elle y ait réfléchi à 2 fois avant de partir. En tout cas, peu importe l'issue de ce procès, Cassie, elle a toute mon admiration. Vraiment. Elle a réussi à se sortir des griffes de Didi après 11 longues années de calvaire. Et il ne faut pas oublier que Cassie, quand elle rencontre Didi, elle a 19 ans. Donc la période où elle a rencontré Didi et la période où elle est sortie de son calvaire, c'est la période où en fait, on apprend à se connaître, c'est la période où on se cherche, c'est la période où on se pose plein de questions, et c'est aussi la période où on peut vite basculer du côté obscur si on ne fait pas attention et si on n'est pas bien entouré. Le procès de Didi devrait durer entre 6 et 8 semaines. Pendant les 3 premières semaines, on devrait entendre tous les témoins de l'accusation, donc notamment Cassie
et le témoignage des autres victimes. Parmi les autres victimes qui vont être entendues, il y a 4 témoins que le juge a autorisés à témoigner de façon anonyme. Ensuite, la 4e semaine, elle devrait être consacrée à la défense de Didi. Après sa semaine de témoignage, Cassie a fait une déclaration publique. Cette semaine a été extrêmement difficile, mais elle m'a permis de reprendre le pouvoir et d'aller mieux. J'espère que mon témoignage a donné de la force et une voix aux autres survivants, qu'il pourra aider ceux qui n'ont pas réussi à parler et que ça va les aider à guérir des abus et de la peur. Le mari de Cassie, Alex Fine, lui, a déclaré « Pendant ces 5 derniers jours, le monde a pu être témoin de la force et du courage dont ma femme a fait preuve pendant qu'elle se libérait de son passé. J'ai ressenti tellement de choses en assistant à cela, d'où les regards Scarface. J'éprouve une énorme fierté et un amour écrasant pour Cass. Donc à lui et à tous ceux qui l'ont aidé tout du long, sachez une chose, vous n'avez pas réussi. Vous n'avez pas brisé son esprit ou son sourire qui illumine les pièces. Vous n'avez pas brisé l'âme d'une mère qui donne les meilleurs câlins et joue les jeux les plus drôles avec nos filles. Vous n'avez pas brisé la femme qui a fait de moi un meilleur homme. Je n'ai pas sauvé Cassie, comme certains le prétendent. Dire cela est une insulte au travail douloureux que ma femme a fait sur elle-même. Cassie a sauvé Cassie. Elle s'est libérée elle-même des abus, de la coercion, de la violence et des menaces. Elle s'est battue contre des démons et seul un démon aurait pu lui faire ça. Tout ce que j'ai fait, c'est de l'aimer comme elle m'aime. Non, franchement, ayez tous un Alex Fine dans vos vies. Vraiment. Il est clair que ce procès ne manquera pas de rebondissements, tant sur les déclarations qui vont être faites, les prochains témoignages, ou encore sur les stratégies que vont adopter la partie adverse pour gagner le procès à tout prix. D'ailleurs, on sait déjà qu'il y a un témoin de l'accusation qui a disparu. Donc, je pense qu'on n'est vraiment pas au bout de nos peines à ce niveau-là et qu'on va encore entendre des choses comme ça, des personnes qui disparaissent, des personnes qui se rétractent. Voilà, je pense vraiment qu'il faut être prêt à tout dans ce procès. Mais la grande question qui demeure, et la question que je me pose vraiment tout le temps, c'est est-ce que ce procès va délier des langues et est-ce que des noms vont être dévoilés? Mais des noms inattendus. Parce que je sais qu'il y a eu des spéculations sur l'implication possible de Beyoncé, etc. Mais est-ce qu'on va entendre des noms? Par exemple, est-ce que ça va être confirmé ou est-ce qu'on va entendre le nom d'autres célébrités ou d'autres personnes importantes qui auraient été impliquées? Je me demande vraiment, est-ce que ce procès va révéler ce genre d'informations? Et surtout, qui a pu conspirer avec Didi pour organiser et bénéficier de ce trafic sexuel? Stevie J should be charged. Mary J. Blige should also be charged. Jennifer Lopez should definitely be charged. Jay-Z should be charged. Khaled should be charged. Rick Ross should be charged. Usher should be charged and tried with him off of Justin Bieber alone. I'd rather lose a lover than a lover loser. Everything you did, I wanna do it to you.